Alors, donc, plusieurs précisions par rapport au cours précédent. Concernant le libre-échange et le protectionnisme, d'abord, il faut noter que eh bien, ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. Un certain nombre d'auteurs ont souligné qu'il y a globalement beaucoup de mesures protectionnistes et dans ces mesures protectionnistes, il y a du libre-échange qui se fait également. Donc en fait, finalement, c'est plutôt énormément de protectionnisme et quelques espaces de libre-échange sur certains points. Et donc c'est toujours une question de curseur, de savoir sur quel domaine les industries nationales vont être protégées, sur quel domaine ça ne va pas être le cas. Et donc c'est pas une question de l'un ou de l'autre, c'est plutôt l'un et l'autre, mais dans quelle proportion, dans quelle disposition, vis-à-vis de quel secteur on mettra l'un et l'autre. D'autre part, un certain nombre d'auteurs ont cité le fait que eh bien, les périodes de libre-échange ne correspondaient pas forcément aux périodes de croissance les plus importantes. C'est en particulier la thèse de Paul Béroc qui, dans ses ouvrages, montre que les périodes de protectionnisme, où le protectionnisme était le plus fort, ont pu correspondre à des périodes de croissance économique importante. Autre point par rapport à ce qu'on a vu précédemment, c'est que, eh bien, généralement, on scinde les pays développés d'un côté, les pays en développement de l'autre. On peut voir la réalité comme étant beaucoup plus complexe. Un auteur comme Pierre-Noël Giraud, dans Le commerce des promesses, a théorisé la notion de pays à bas salaire et à capacité technologique, PBSCT. Les pays à bas salaire et à capacité technologique sont des pays qui, en raison des régimes en particulier qui sont les leurs, eh bien, contraignent les salaires d'une partie de la population et donc les salaires sont relativement limités. Mais parallèlement à ça, ils ont des capacités technologiques importantes. On peut penser à des pays comme la Chine, par exemple, qui, alors aujourd'hui, il y a quand même, elle s'est tournée vers son marché intérieur et donc il y a un développement d'une classe moyenne, mais qui a longtemps maintenu des salaires relativement faibles pour sa population, pour ses ouvriers en particulier, et en même temps qui développe des produits à haute valeur ajoutée, envoie des spationautes dans l'espace, euh, concurrence les pays développés sur tout un tas de secteurs. La question des trains à grande vitesse ou l'idée de la création possible d'un avionneur qui concurrencerait les deux avionneurs historiques que sont Airbus et Boeing, enfin les deux principaux, il y en a d'autres mais qui sont beaucoup plus petits. Donc voilà, donc il parle des pays à bas salaire à capacité technologique. D'autre part, autre rapport de Pierre-Noël Giraud, c'est que, eh bien, il montre que dans les pays en développés, l'Europe, les États-Unis, enfin, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc., etc., je ne rentre pas dans les détails, eh bien, il y a trois catégories de personnes en termes de travail. Il y a des personnes qui ont un emploi qui est protégé. Protégé en raison de lois ou de régulations qui protègent ces emplois-là, ou en raison de l'impossibilité de délocaliser ces productions. On peut penser aux gardes d'enfants, les nounous, entre guillemets. On peut penser aux personnes qui vont vous couper les cheveux, les coiffeurs, coiffeuses, tout un tas de métiers qui ne peuvent pas être délocalisés et qui, d'une certaine manière, sont protégés de la concurrence internationale. Face à ça, on a des emplois qui sont exposés à la concurrence internationale. Et les emplois exposés, ce sont des emplois type ouvrier, des emplois qui demandent peu de qualification, parce qu'en effet, les entreprises peuvent très bien délocaliser dans un pays à bas salaire et avec des ouvriers qui n'auraient pas plus de qualification que ceux qui seraient sur l'échelle nationale, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de qualification, c'est-à-dire que ces qualifications sont facilement réplicables, mais ça peut correspondre aussi à des emplois qui sont davantage valorisés ici dans les pays du Nord. Par exemple, les informaticiens, on sait que l'Inde produit énormément d'informaticiens, sûrement l'un des pays qui produit le plus d'informaticiens au monde. Et donc finalement, un informaticien, eh bien, il est tout autant exposé qu'un ouvrier. Et donc on a tout un ensemble d'emplois qui sont exposés et qui ne dépendent pas de leur degré de qualification. Et c'est ce que montre bien Giraud, alors que parfois on a l'idée
d'une segmentation très simple entre les emplois peu qualifiés et les emplois qualifiés. Les emplois peu qualifiés étant exposés, les emplois qualifiés étant protégés. Et bien justement, avec cette idée de pays à bas salaire et à capacité technologique, PBSCT, eh bien ce n'est pas le cas. Enfin, on a un dernier type d'emploi, c'est des emplois compétitifs. C'est des emplois qui, bien que exposés, en raison d'une plus-value de compétences, de connaissances, eh bien, arrivent à se distinguer de la concurrence internationale. Ça peut être le cas, par exemple, dans certains secteurs comme l'aéronautique, comme le luxe, où eh bien, des emplois qui sont malgré tout exposés eh bien, arrivent à, en étant compétitifs, à gagner une certaine autonomie, une certaine protection face à cette concurrence internationale. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder pour revenir sur ce débat libre-échange-protectionnisme. On est maintenant dans notre grand 3, la mondialisation de la production. Dans cette partie, on s'intéressera au choix de localisation des entreprises et aux stratégies d'internationalisation. Donc on a plusieurs documents qui permettent d'aborder ça, et on verra en particulier la notion d'IDE. L'acteur central de cette partie, ce sont les firmes multinationales ou firmes transnationales. Alors, il y a plusieurs façons qu'on a de les définir. Une définition relativement simple, évidente, ce sont des entreprises qui exercent une partie de leur activité productive en dehors du territoire national. Donc c'est l'acteur central de cette idée. On ne peut pas s'intéresser à cette idée de choix de localisation de la production si on ne parle pas d'entreprises qui ont la capacité ainsi de produire une partie de leur activité en dehors du sol national. Donc pour observer ici cette internationalisation, on s'adresse à cette notion d'IDE, investissement direct étranger. C'est un engagement de capitaux effectué en vue d'acquérir un intérêt durable, voire une prise de contrôle dans une entreprise exerçant ses activités à l'étranger. On a 3 formes que peuvent prendre les IDE. D'une part, le rachat d'au moins 10% des parts d'une société exerçant ses activités à l'étranger. Deuxièmement, l'implantation d'une entreprise hors du territoire national. Troisième point, le réinvestissement sur place des bénéfices réalisés par une entreprise implantée à l'étranger. Donc le rachat d'au moins 10% des parts d'une société exerçant ses activités à l'étranger. Donc pourquoi 10%? C'est arbitraire, 10%. Ils auraient pu décider 9%, 9,5%. 10%, c'est parce qu'à travers ça, ils veulent montrer que l'entreprise, elle a un intérêt durable. Ce n'est pas juste pour diversifier son portefeuille, pour diversifier les risques, mais c'est qu'elle veut véritablement prendre part aux décisions de cette entreprise. Donc, qu'est-ce que ça peut signifier? Donc, c'est par exemple une entreprise américaine qui rachète 10% des actions d'une entreprise française. Dans ce cas-là, elle réalise un IDE, un investissement direct étranger. Deuxième part, l'implantation d'une entreprise hors du territoire national. Bon, par exemple, quand Renault s'implante en Chine, quand Carrefour ouvre des magasins en Chine, quand, j'en sais rien moi, n'importe quoi, hein, euh, quand Peugeot s'installe au Maghreb, eh bien, ils réalisent des IDE. Troisième point, réinvestissement sur place des bénéfices réalisés par une entreprise implantée à l'étranger. Bon ben, c'est une entreprise, elle est installée à l'étranger et elle réinvestit sur place ses bénéfices, tout simplement. En fait, on distingue IDE, investissement direct étranger, d'un autre type d'investissement, un investissement de portefeuille. Dans ce cas-là, eh bien, c'est le rachat de moins de 10% des parts d'une société exerçant ses activités à l'étranger. Il s'agit davantage là d'une motivation de placement qui n'a pas pour but d'intervenir dans la gestion de cette entreprise. Et donc on a des IDE, des investissements directs étrangers entrant et sortant d'un territoire. Donc sortant, ça veut dire par exemple que c'est une entreprise nationale qui va acheter des parts, 10% au moins des parts d'une entreprise à l'étranger, donc ça c'est sortant. Une entreprise qui va acheter, qui va s'implanter à l'étranger, c'est justement des IDE sortants. Des IDE rentrants, c'est le caractère attractif d'un territoire, c'est le fait de voir des entreprises s'installer sur leur sol national, c'est de voir des entreprises céder 10% de leur part
euh, qui vont être acquis par une entreprise étrangère. C'est le réinvestissement sur place, donc ça montre en effet le caractère attractif de ce territoire-là. Donc on a pu voir que les flux entrants concernaient jusque dans les années 2000 les économies développées, quasiment exclusivement, puisque même dans les années 2000, 81% des flux entrants étaient à destination des économies développées. On voit qu'il y a une grosse bascule à partir des années 2000, puisque entre 2000 et 2010, eh bien, les économies développées, qui représentaient 80% des IDE entrants, n'en possèdent plus que 48% en 2010. C'est quasiment une perte de 35 points de pourcentage entre les années 2000 et les années 2010. En fait, ce qui se passe, c'est un effet de basculement, puisque ce sont les économies en développement qui, eux, vont prendre une part de plus en plus importante, puisque désormais plus de la moitié de ces flux d'IDE entrants sont à destination de ces économies en développement. Et dans ces économies en développement, l'Asie développée représente donc 30% de ces 52%, donc 3/5 de ces flux d'IDE entrants. Sur ces IDE sortants, on voit que eh bien, ce sont les économies développées qui représentent encore la grande majorité des IDE sortants. Ils représentaient 94% des IDE sortants en 1980. Ils en représentent encore 71% en 2010. Il y a donc une diminution de 23 points de pourcentage, mais une diminution qui reste malgré tout relativement contenue. Les IDE sont parallèles ou illustrent ce processus d'internationalisation de la production et sont le fait d'un acteur central qui sont ces firmes transnationales ou multinationales. Si on a vu que les firmes transnationales étaient un acteur de cette internationalisation de la production, il y a parallèlement à ça un événement ou une chose importante à noter, c'est la question du commerce intra-firme. Donc le commerce intra-firme, ça consiste en ces échanges internationaux réalisés entre les filiales d'une firme transnationale ou d'une firme multinationale ou entre les filiales d'une firme transnationale et la maison mère. On remarque qu'entre le cinquième et le tiers des échanges internationaux des pays développés concernent ces échanges intra-firmes. Cela n'est possible que parce qu'il y a une décomposition internationale du processus de production ou une division internationale du processus de production, ce qu'on dit la DIPP, qui est due à un chercheur français qui s'appelle Bernard Lassuderie-Duchesne. Il parle de ce processus pour parler du fractionnement des chaînes de valeur ajoutée au niveau international. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne produit pas tout l'ensemble, par exemple si on prend un téléphone portable, on ne produit pas l'ensemble du téléphone portable au même endroit. On fractionne la production de celui-ci au niveau international. Une partie va être produite dans tel pays, une autre partie, la batterie va être produite dans un pays, l'écran dans un autre pays, la coque également encore dans un autre pays, etc., etc. Et donc cela permet de tirer parti des différences de coûts ou de productivité entre les différentes localisations possibles. Et donc on peut avoir l'exemple de l'iPhone, mais on peut aussi avoir l'exemple du Boeing, par exemple 787, qui sont produits dans différents endroits, qui illustrent ainsi cette décomposition internationale du processus de production. Décomposition internationale du processus de production qui est en lien avec la question du commerce intra-firme, puisque du coup les firmes commercent à l'intérieur d'elles-mêmes entre les filiales ou entre filiales et maisons mères pour justement assembler les différentes parties pour produire le produit fini et qui évoque cette idée d'internationalisation de la production. On aborde enfin un concept central, la question de la compétitivité. Je l'avais déjà abordé comme ça à l'oral plusieurs fois, mais là on le voit but en blanc. La compétitivité, c'est la capacité d'une entreprise ou d'un pays à rivaliser avec ses concurrents. On distingue deux types de compétitivité, c'est pas très compliqué. La compétitivité prix, qui consiste à proposer des prix le plus bas possible, donc de rivaliser face à ses concurrents en proposant des prix qui lui soient inférieurs. Et enfin, la compétitivité hors prix, qui repose sur des produits différents, de meilleure qualité, indépendamment du prix proposé. On rivalise face à ses concurrents, non pas parce qu'on est moins coûteux, mais parce qu'on est meilleur, parce qu'on est différent, parce qu'on a un effet marque,
parce qu'on a un design particulier, parce qu'on a une finition particulière, particulièrement bien faite. Donc c'est la compétitivité hors prix. Quand on cherche à gagner en compétitivité prix, on parle de rationalisation de la production. Donc dans ce cadre de la rationalisation de la production, se pose pour une entreprise une question qui est: est-ce que j'ai intérêt à faire cette partie de ma production moi-même, ou est-ce que j'ai intérêt à la faire faire par une autre entreprise? Donc c'est la question de l'externalisation. Faire par une autre entreprise, cette autre entreprise, elle n'est pas forcément à l'autre bout du monde. C'est pas forcément lié à la question de la délocalisation. Une externalisation, c'est faire faire. Par exemple, l'entreprise produit, on n'en sait trop rien, a des partenaires américains et doit traduire une partie de ses rapports pour ses partenaires américains avec lesquels elle est associée. La question c'est: est-ce que j'ai un département de traduction qui va me traduire ces différents rapports, ou est-ce que je fais appel à une entreprise extérieure à moi-même, donc, qui va traduire ces rapports? Et donc c'est ce qu'on appelle externaliser. Ce qui va déterminer si je vais faire appel à cette externalisation, c'est la comparaison entre, d'une part, les coûts d'organisation et les coûts de transaction. Les coûts de transaction, ce sont les coûts liés au recours au marché, alors que les coûts d'organisation, c'est les coûts de recrutement des personnes, de structuration de l'activité au sein de l'entreprise, du fait de payer des personnes sur, par exemple, une année, alors qu'elles n'ont peut-être pas du travail pour toute l'année. Donc on va mettre en balance ces deux coûts, ces coûts d'organisation et ces coûts de transaction. Si les coûts du recours au marché sont inférieurs, donc les coûts de transaction sont inférieurs aux coûts d'organisation, il est plus intéressant pour l'entreprise d'externaliser. En lien, mais un petit peu différente quand même, il y a la question de la délocalisation. La délocalisation, c'est le fait de fermer une unité productive dans un pays et d'ouvrir cette même unité productive dans un autre pays. Donc on parle là de délocaliser. Le problème de la délocalisation, c'est que parfois les médias utilisent le terme délocalisation alors même qu'il ne s'agit pas à proprement parler de délocalisation. Quand une entreprise aurait pu ouvrir par exemple une filiale sur le sol national et l'ouvre finalement sur ailleurs, dans un autre pays, c'est pas de la délocalisation à proprement parler, puisqu'il n'y a pas fermeture d'unité productive pour ouvrir cette même unité productive dans un autre pays. Donc délocaliser, c'est véritablement dans un sens très restreint en économie en tant que tel. Donc en effet, pour améliorer leur compétitivité prix, les entreprises cherchent à minimiser leurs coûts. On parle de rationalisation de la production. C'est pour cette raison que les entreprises externalisent certaines activités, donc avec la comparaison coût d'organisation, coût de transaction. Si vous devez appeler un service après-vente, généralement les centres d'appel ne se retrouvent pas en France, mais vont se retrouver dans des pays francophones, mais à l'extérieur de la France, les pays du Maghreb où les personnes parlent français, des pays d'Afrique subsaharienne par exemple également, ils externalisent afin de se recentrer sur leur cœur d'activité. La délocalisation de la production dépend ainsi de nombreux facteurs. Les firmes multinationales comparent en particulier le coût du travail avec la productivité du travail pour mesurer le coût unitaire de production. Puisque la question, c'est pas seulement de savoir est-ce que les personnes, on va les payer moins que les travailleurs du pays national duquel on a délocalisé cette production. La question, c'est de mettre en rapport la question de ces salaires avec la question de la productivité. Si on les paie 2 fois moins mais qui sont juste 2 fois moins efficaces, finalement ça revient strictement au même. Donc c'est pour ça qu'on parle de coût unitaire de production, pour comparer le coût du travail avec la productivité du travail. Maintenant, si on s'intéresse à la question de la compétitivité hors prix, une des choses qui permet cette compétitivité hors prix, c'est la question de l'innovation. C'est la question d'innover afin de proposer des produits qui vont être différents, meilleurs que ceux de nos concurrents, et d'expliquer qu'on va gagner en compétitivité par rapport à eux, non pas parce qu'on est moins cher, mais parce qu'on est meilleur, différent. On a ici l'exemple de Tuan, donc qui est le leader mondial du textile médical. Une certaine actualité, oui. Et donc, ces entreprises, elles vont se retrouver dans une forme qu'on appelle la concurrence monopolistique. Alors, ça paraît étonnant de parler de concurrence monopolistique, puisque si on est en concurrence, on est en concurrence, et donc il n'y a pas de monopole. Si on est en monopole, du coup, il n'y a pas de concurrence.
Eh bien, la concurrence monopolistique, c'est ce régime de concurrence hybride entre le monopole d'une part et la concurrence, donc la CPP d'autre part. C'est le fait de dire que ce sont des entreprises qui sont objectivement en CPP. Objectivement, elles sont en concurrence avec d'autres entreprises. Par exemple, cette entreprise qui produit du textile médical, elle est en concurrence avec toutes les autres entreprises qui produisent du textile médical. Donc, objectivement, elle est en concurrence. Mais en raison ici d'une innovation, elles arrivent à s'extraire de cette concurrence, afin de gagner un espace ici de monopole, puisque même si elles font du textile comme médical, comme d'autres entreprises font du textile médical, les propriétés, les particularités, les innovations qu'ils apportent sur le textile médical qui est le leur, les extraits de cette concurrence pour leur donner un espace de monopole. Et c'est très intéressant pour une entreprise d'arriver à gratter cet espace de monopole, c'est parce qu'ainsi, il va permettre d'avoir des prix qui vont être supérieurs à ceux de la CPP. Puisque en CPP, le prix s'impose aux producteurs. Donc, les producteurs sont price takers, ils sont preneurs de prix, le prix s'impose à eux, c'est la détermination de l'offre et de la demande sur le marché qui détermine le prix, alors qu'en situation de monopole, les entreprises peuvent imposer, dans la limite du monopole qui est le leur, les prix. Et donc, il est intéressant pour une entreprise de se trouver dans cette situation de concurrence monopolistique. On a plein d'entreprises comme ça. Par exemple, Nutella est objectivement en situation de concurrence avec toutes les autres entreprises de pâtes à tartiner, mais en raison de la spécificité de son goût, etc., elle a réussi à créer un espace de monopole dans cet espace de concurrence qui est bien réel. Et donc c'est pour ça qu'on pourrait parler de concurrence monopolistique. Si des personnes sont prêtes à se battre à coups de tonfa pour récupérer des pots de Nutella, ça montre bien qu'ils ont créé un certain espace de monopole. Donc ici, on a bien cette idée que les entreprises vont gagner en compétitivité hors prix grâce aux innovations. Mais dans cette compétitivité hors prix, il n'y a pas que l'innovation, il y a la différenciation. C'est pour ça qu'on fait une différence entre une différenciation horizontale, donc ce sont des mêmes qualités mais des variétés différentes. Donc là, ça va être plutôt le design, ça va être plutôt peut-être l'effet marque qui apporterait pas une plus-value autre que juste l'effet marque. Et donc ça c'est pas forcément de l'innovation, ça peut être juste du design ou de l'effet marque ou d'une couleur particulière ou d'un goût. Voilà, donc là c'est horizontal, vertical et l'idée d'une qualité différente, et qui dit qualité différente veut dire généralement à un certain moment donné qu'il y a eu une forme d'innovation. Pour prolonger ça, on a d'autres stratégies qui peuvent exister et qui ont été mentionnées dans le cours. Donc on a déjà vu la stratégie de rationalisation de la production, donc c'est bien la question de la compétitivité prix. Et on a d'autres types de stratégies, des stratégies de marché. Il s'agit d'accéder à un marché pour produire sur place grâce à des filiales relais, afin de mieux s'adapter aux spécificités de la demande. Donc quand Carrefour s'installe en Chine, elle accède ainsi au marché chinois et elle va essayer de proposer des produits, une organisation de ces magasins qui vont correspondre à la demande locale. Le but étant pas d'importer son modèle national sur place, au risque de dépayser complètement les consommateurs sur place et d'être boudés entre guillemets par eux. De même, quand McDonald's s'installe dans les différents pays, il propose des recettes spécifiques en fonction du contexte local, donc avec des ingrédients, des façons de cuire, qui vont dépendre de l'endroit où ils sont installés. Donc on parle là de stratégie de marché. On a également des stratégies technico-financières, donc prend en compte des données financières, donc le taux de change, le niveau de prélèvement obligatoire, et des données technologiques ou commerciales, qualité de la manœuvre, infrastructure, débouchés, transport, avant de s'implanter sur un territoire donné. Il y a une partie de ces stratégies technico-financières qui renvoie à cette idée de rationalisation de la production, donc de compétitivité prix. Si on va s'installer dans un pays où le taux de prélèvement obligatoire des entreprises est très faible, eh bien, ça va permettre ainsi de produire moins cher que ses concurrents qui doivent payer des impôts plus coûteux, par exemple.
Mais si jamais on est plutôt sur le volet technologique, là, ça va plutôt jouer sur la compétitivité hors prix, où on va plutôt chercher une manœuvre particulièrement qualifiée qui nous permettra d'accéder à un savoir-faire, des connaissances, des compétences qui nous permettront peut-être d'innover ou en tout cas de produire des produits qui seront plus performants face à leurs concurrents. Stratégie d'approvisionnement, où il s'agit de s'assurer de la régularité de cet approvisionnement. Par exemple, des entreprises vont s'implanter dans certains pays d'Afrique pour pouvoir contrôler l'extraction de minerais dont ils ont besoin pour leur production. Enfin, on peut voir une distinction entre des stratégies de multinationalisation horizontale, où une entreprise va s'implanter à l'étranger à travers des filiales qui vont produire le même produit que celui qui est produit sur le sol national. Donc là, on parle de multinationalisation horizontale. D'autre part, on a donc des stratégies de multinationalisation verticale, donc qu'on a déjà évoqué par le passé. Donc ici, ça parle bien de décomposition de la production d'un pays à travers des unités de production implantées dans plusieurs pays. Donc c'est une décomposition internationale du processus productif. Et donc on va profiter des différences de productivité ou des différences de coûts des différents territoires pour produire ça et là différentes étapes de la production d'un produit plus global. Il nous reste à aborder un dernier point, les effets d'une variation du cours de change ou les effets d'une augmentation du cours des monnaies sur le prix des importations et des exportations.